L'histoire commence avec notre protagoniste, Sato Haruto. Il aperçoit une lumière brillante dans la nuit et tombe d'un arbre. Lorsqu'il atteint l'endroit d'où provenait la lumière, il voit un vieil homme, ainsi qu'une fille qui sort de cette lumière. La fille se présente sous le nom de Nokana et demande à Haruto de garder tout ce qu'il a vu secret, en échange de quoi elle deviendra son amie. Haruto accepte sans se rendre compte qu'elle vient d'un autre monde. Et juste comme ça, 10 ans passent. Nokana réveille Haruto un matin. Elle prend soin de lui puisqu'elle vit juste à côté de chez lui, avec seulement son grand-père. Mais ses traits rendent toujours Haruto très timide, car elle a bien grandi. Elle se rapproche soudainement, prend un grain de riz de la bouche de Haruto et le mange même. Notre héros a été pris par surprise en plein jour. Après cela, ils se rendent à l'école. Haruto vit pratiquement toujours seul, surtout parce que son père est constamment en déplacement pour affaires. Haruto se souvient des bagues que Nokana portait toujours. Elle disait qu'elles étaient extrêmement importantes pour elle. C'est pour cela que lorsqu'ils étaient enfants, Nokana avait demandé à Haruto de l'épouser, c'était une promesse d'enfance. Néanmoins, Nokana était méfiante et taquinait Haruto en disant qu'il n'aurait jamais ces bagues, ce qui le déçut beaucoup, car il tenait toujours à cette vieille promesse. Les vacances d'été devaient commencer le lendemain. Un des amis de Haruto était jaloux de lui, pensant que Nokana était la petite amie de Haruto puisqu'ils venaient ensemble à l'école tous les jours. Mais ce n'était pas le cas. C'était simplement parce qu'ils vivaient l'un à côté de l'autre. Cet ami dit à Haruto de faire quelque chose rapidement, sinon il le regretterait plus tard quand Nokana s'éloignerait de lui. Nokana envoie alors un message à Haruto, lui demandant de sortir avec elle pour le festival d'été. Haruto a donc de grands espoirs et se prépare à faire sa confession ce soir-là. Quand il rencontre Nokana, elle est toute vêtue d'un yukata traditionnel, et en la voyant, le cœur de Haruto rate un battement. Ils se rendent au festival, et Nokana se souvient comment, quand ils étaient enfants, ils s'étaient perdus une fois au festival. À ce moment-là, Haruto l'avait tenu pour qu'il ne se perde pas. Elle avait alors ressenti qu'il était son héros. Après avoir remémoré cela, ils se promènent et prennent des collations. Mais les yeux de Nokana s'arrêtent sur une peluche. Haruto prend un pistolet à air et tire un coup de maître pour obtenir le prix pour Nokana. Puis, il monte vers les montagnes pour obtenir la vue parfaite des feux d'artifice. À ce moment-là, Haruto voulait confesser son amour, mais un feu d'artifice l'interrompt. Nokana est totalement absorbée par le spectacle de feux d'artifice et est heureuse de pouvoir le regarder avec Haruto, mais elle a aussi quelque chose à lui dire. Haruto espère que Nokana va le demander en mariage, mais ses attentes sont anéanties lorsqu'elle lui annonce qu'elle va déménager avec son grand-père, loin d'ici. Ils retournent dans leur terre d'origine. Haruto n'arrive pas à faire sa déclaration et ressent un profond regret que quiconque a déjà été amoureux comprendrait. Puis, la même lumière brillante apparaît à nouveau, et Haruto se précipite vers les montagnes et empêche Nokana de marcher vers cette lumière. En le voyant, Nokana lui révèle la vérité, elle vient d'un autre monde. En plus, elle s'apprête à se marier, car elle est la princesse d'un royaume. Nokana affiche un sourire courageux et quitte ce monde pour son mariage. Mais Haruto décide de la suivre dans ce monde, déterminé. Il se retrouve devant une cour royale, où Nokana est sur le point d'épouser un prince d'une autre nation. Ils sont sur le point de s'embrasser quand Haruto les interrompt. À ce moment-là, un monstre fait irruption dans le château, et le grand-père de Nokana saute pour sauver la princesse, mais il est distrait en voyant Haruto et se fait éjecter. Ils avaient besoin de la bague du roi pour vaincre le monstre, et avec un baiser de Nokana, le prince devait recevoir l'anneau de lumière. Mais au lieu de cela, Nokana embrasse Haruto et lui donne l'anneau de lumière. Par ce geste, ils remplissent la formalité du mariage. Le prince donne à Haruto sa propre épée pour combattre, et le baiser lui accorde l'anneau de lumière. Haruto tranche le monstre et le tue en un seul coup. Cependant, cela l'épuise énormément et il s'évanouit. Après un moment, il se réveille dans la chambre du couple royal avec Nokana. Elle lui rappelle qu'ils se sont embrassés, après tout. Nokana était censée épouser le prince, mais elle ne le connaissait pas assez bien et se sentait étrange à l'idée de se marier avec un inconnu. Alors, quand elle a vu Haruto, elle a décidé de l'épouser à la place. Avec ce baiser, Haruto n'a pas seulement épousé Nokana, il est aussi devenu un héros. Tous les serviteurs commençaient à parler de Haruto, le héros venu d'un autre monde qui a tué un monstre en un seul coup. Cependant, le mariage royal avec le prince était un acte politique, et la cour royale avait peur que cela affecte leur relation avec l'autre royaume et que l'empereur soit furieux des actions de Nokana. Le prince Marmaligia, néanmoins, soutient Nokana car c'était sa décision de choisir un héros et un mari, et il déclare que cet incident n'aura aucun impact sur la relation entre les deux royaumes. Alabasté intervient ensuite pour calmer la cour, puis ouvre les portes et présente le héros aux civils. Le public est excité de voir le sauveur du monde, le roi de l'anneau. Haruto doit prononcer quelques mots, mais il se trompe un peu. Plus tard, alors qu'il prend un bain, Nokana entre puisqu'ils sont maintenant jeunes mariés. Nokana s'excuse auprès de Haruto, car elle savait ce qui allait lui arriver après lui avoir donné l'anneau. Haruto est totalement étranger aux problèmes de ce monde, et Nokana se sent coupable de l'avoir entraîné dans tout cela. Mais Haruto se sent bien, car la Vierge de la Lumière l'a choisi comme son mari. Concernant la transmigration,
Haruto dit à Nokana qu'il va rester ici avec elle, car le monstre de tout à l'heure était après elle. Il veut rester à ses côtés pour la protéger. Nokana semble profondément touché par les paroles de Haruto, car lorsqu'ils étaient enfants, Nokana était souvent harcelé à cause de la couleur différente de ses cheveux, mais Haruto restait toujours à ses côtés comme un héros. Cela la touche, mais la situation actuelle reste compliquée, et Nokana, un peu gênée, finit par dire que leur mariage n'est que pour faire bonne figure, qu'elle a choisi Haruto dans la précipitation. Malgré tout, Haruto est heureux que Nokana l'ait choisi. Elle lui dit alors qu'elle l'aime, mais seulement en tant qu'amie, et Haruto ressent la même chose. Mais soudain, une cloche retentit pour alerter toute la capitale d'une attaque, et Haruto et Nokana se précipitent hors du bain. Évidemment, les soldats pensent qu'ils ont été dérangés pendant leur moment de détente. Quoi qu'il en soit, il y a une invasion de monstres, et les soldats espèrent que Haruto les combattra puisqu'il est le roi de l'anneau, même s'il n'a pas d'expérience de combat. Haruto se décide à remplir son devoir de roi, et Alabasté lui explique comment son pouvoir de lumière fonctionne contre les forces du mal, ce qui l'aide à créer une arme pour le combat. Haruto comprend un peu son pouvoir et jure de protéger Nokana. En entendant cela, Nokana l'embrasse à nouveau pour lui porter chance. Haruto se prépare alors pour le combat. Il commence à les abattre et sauve la vie d'une servante. Cette fois-ci, il ne perd pas connaissance comme la dernière fois qu'il a utilisé les pouvoirs de lumière, grâce au baiser de Nokana. Cependant, le démon qui lançait ses attaques apparaît et voit l'anneau de lumière sur la main de Haruto, réalisant qu'il est le roi de l'anneau. Le démon concentre son attention sur lui. Alabasté conseille à Haruto de ne pas se précipiter pour attaquer, mais il ne l'écoute pas et est projeté comme un caillou. Heureusement, ses pouvoirs le protègent de se casser les os. Alabasté lui conseille de s'enfuir immédiatement, car Haruto n'est pas encore assez puissant. Malgré cela, le roi des abysses a envoyé le chevalier des abysses pour tuer le roi de l'anneau, un chevalier très puissant doté de puissante magie. Alabasté érige un immense mur de pierre pour gagner du temps et leur permettre de s'échapper, mais de l'autre côté, le chevalier démon a déjà bloqué leur sortie. C'est alors que le prince Marmaligia arrive et couvre le démon de flamme. Il leur dit de quitter le château immédiatement, mais Haruto s'inquiète pour Nokana. Le prince leur demande de le suivre dehors, où Nokana est déjà dans une calèche, prête à partir. Marmaligia a déjà organisé leur fuite. Alabasté dit à Haruto qu'il n'est pas encore assez puissant pour affronter des monstres de ce niveau. Pour déployer la pleine puissance de l'anneau, il doit obtenir les 4 autres anneaux, ce qui signifie précisément que Haruto doit épouser les 4 autres princesses pour les obtenir, formant ainsi un harem de princesses. Nokana est contrarié en entendant cela. Il s'arrête ensuite dans une auberge, où seules 2 chambres sont disponibles. Le couple a donc sa propre chambre. Avant de se coucher, Alabasté raconte à Haruto qu'il y a longtemps, lorsque le monde sombrait dans les ténèbres, le roi de l'anneau est apparu et a créé 5 anneaux de lumière, vent, eau, feu et terre. Avec ces anneaux, il a combattu les ténèbres et ramené la paix dans le monde. Après cela, il s'est marié avec 5 princesses, et les anneaux ont été transmis aux descendants des 5 nations. Cela symbolise le lien entre les princesses et le roi de l'anneau. Maintenant que le roi des abysses est ressuscité, le roi de l'anneau doit remplir son devoir, obtenir les anneaux des 5 princesses et utiliser leur pouvoir pour sceller à nouveau le roi des abysses. Dans leur chambre, Nokana dit à Haruto que le mariage n'est qu'une formalité, et qu'il ne devrait pas se sentir accablé par cela. Mais Haruto souffre de ses blessures, et Nokana remarque que son dos est en piteux état. Elle se sent écrasée par la culpabilité de l'avoir choisi comme roi de l'anneau et s'enfuit. Haruto la suit, mais il croise Marmaligia, qui lui dit que Nokana vient juste de passer par là. Marmaligia comprend que quelque chose s'est passé entre eux et que cela est dû au fardeau de leur rôle respectif de roi de l'anneau et de princesse de l'anneau. Il dit à Haruto de ne pas se sentir accablé par ce devoir, car il est venu dans ce monde pour suivre Nokana et a même accepté de devenir le roi de l'anneau pour combattre les démons. Haruto poursuit Nokana et la retrouve près du jardin du lac. Il lui avoue son amour et lui dit de ne pas se sentir coupable, car il a fait ce choix de son plein gré. Nokana devient honnête à son tour et lui explique qu'elle s'était résolue à sauver le monde en épousant Marche, mais cette détermination s'est effondrée lorsqu'elle a revu Haruto, car elle l'aime de tout son cœur. Elle n'aime pas l'idée qu'il épouse d'autres princesses et qu'il soit blessé en combattant le roi démon, et elle ne veut pas d'autres filles à ses côtés, mais c'est leur destin. Elle promet alors de se résigner à accepter ce destin et demande à Haruto de la considérer comme sa véritable épouse. Cependant, bien que l'ambiance soit propice, les deux se sentent nerveux car c'est censé être leur première nuit en tant que mari et femme. Nokana dit à Haruto qu'elle est prête, mais il remarque qu'elle tremble légèrement. Haruto décide de se retenir, estimant qu'ils devraient prendre leur temps pour construire leur lien. Après avoir discuté, ils se sentent toujours nerveux, mais finissent par apaiser la tension. Le prince Marmaligia leur apporte ensuite de nouvelles robes pour qu'ils ne se fassent pas remarquer avec leurs vêtements d'un autre monde. Alabasté leur annonce que leur prochaine destination est le village des elfes, où Haruto pourrait obtenir l'anneau du vent. Alabasté essaie de motiver Haruto, en mentionnant que les elfes sont naturellement belles, mais il prévient que les chances sont faibles pour lui, car la princesse des elfes déteste les hommes. Le village des elfes est un endroit paisible, mais il y a 50 ans,
il a été entouré par des murs de tempête pour des raisons mystérieuses. À l'extérieur du village, un ours les accueille en ouvrant ses bras, ce qui les fait fuir pour sauver leur vie. Heureusement, quelqu'un les prend en charge et les mène à travers un passage secret, où ils rencontrent des elfes. Haruto se présente comme le roi de l'anneau, mais Nokana l'avertit que toutes les nations possédant un anneau ne sont pas coopératives. Les elfes leur disent de les suivre et les préviennent que les choses risquent de mal se passer avec la princesse des elfes. Après avoir traversé le tunnel, ils arrivent à Lonka, la nation des elfes, et se rendent directement pour rencontrer la princesse. La princesse des elfes est méfiante envers Haruto et Nokana. Elle pense qu'ils se sont déjà embrassés, et lorsqu'elle réalise que c'est vrai, elle quitte la pièce en courant et vomit. La question demeure, comment Haruto pourra-t-il conquérir la princesse des elfes, qui est complètement dégoûtée par l'idée de tout contact physique? Jade arrive alors et leur annonce que sa sœur, Nefriti, ne succombera pas aussi facilement aux avances de Haruto. Jade, en tant que frère surprotecteur, est déterminé à ne pas laisser les choses évoluer entre sa sœur et Haruto, et il le fait bien comprendre dès leur première rencontre. Après avoir été emprisonné par Jade, le frère surprotecteur de la princesse elfique Nefriti, Haruto se retrouve dans une cellule pendant que les autres reçoivent un meilleur traitement. Jade est extrêmement protecteur envers sa sœur, qu'il juge trop jeune pour se marier, même si elle a déjà 54 ans. Il veut qu'elle attende encore au moins 80 ans avant de se marier, trouvant cela absurde qu'elle doive le faire si tôt. Pour lui, tant que la barrière de vent protège la nation des elfes, le roi des abysses ne pourra pas les attaquer. 3 jours plus tard, une elfe âgée et sage s'introduit dans la cellule de Haruto pour comprendre pourquoi il veut obtenir l'anneau. Haruto lui explique qu'il veut simplement rendre Nokana heureuse et mener une vie de mariage paisible avec elle. Touché par sa détermination, l'elfe l'aide à sortir de la cellule et le mène au sanctuaire du vent, où réside l'anneau de vent. Là-bas, il voit Nefriti, une beauté inégalée, venue prier devant les statues de ses parents. L'aîné révèle à Haruto que les statues sont les parents de Nefriti, qui se sont transformés en pierre pour maintenir la puissance de l'anneau et la barrière. Lorsque Nefriti entend la voix de Haruto, elle s'évanouit immédiatement. L'aîné emmène alors Nefriti et Haruto hors du sanctuaire, et les conduit à sa maison pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Pendant ce temps, Jade apprend que sa sœur a quitté le sanctuaire, et décide de se rendre chez l'aîné pour vérifier la situation. Lorsqu'elle se réveille, Nefriti est de nouveau si effrayée qu'elle vomit, ce qui rend Haruto embarrassé, car il doit laver leurs vêtements salis. Nefriti, ayant grandi à l'intérieur des murs du château, n'a que des histoires effrayantes concernant un homme venu d'un autre monde, ce qui a alimenté sa peur envers Haruto. Mais en apprenant que Haruto est bien un homme venu d'un autre monde, elle commence à s'intéresser à lui, curieuse de savoir à quoi ressemble réellement ce monde mystérieux qu'elle imagine rempli de monstres. Haruto la rassure en expliquant que son monde est, en réalité, généralement paisible. La princesse, bien que méfiante, semble intriguée par ce que Haruto représente, et la connexion entre eux commence à se développer, malgré les réticences de Jade. Nefriti, curieuse de découvrir le monde extérieur, pense qu'il doit y avoir des elfes dans le monde de Haruto, ce qui la rend enthousiaste. Haruto, gêné par la situation, s'excuse pour son faux espoir. Nefriti ouvre alors son cœur, expliquant qu'elle a toujours été effrayée par la vérité sur le monde extérieur, tout en rêvant de l'explorer. Haruto, comprenant sa situation, la rassure en lui disant que même sans pouvoir spécial, il a suivi Nokana dans ce monde par amour, convaincu que tout finirait par s'arranger s'il y mettait les efforts nécessaires. Séduite par sa manière de penser, Nefriti accepte l'idée d'explorer le monde avec lui. Cependant, juste au moment où tout semble bien se passer, Jade intervient et rappelle à Nefriti la promesse qu'elle avait faite à leurs parents. Cette intervention ramène Nefriti du côté de Jade, et ce dernier en profite pour accuser Haruto d'avoir kidnappé la princesse. L'aîné prend la responsabilité de la situation, mais Jade en profite pour interdire toute future rencontre entre Haruto et Nefriti. La situation ne se passe pas comme prévu, et lorsqu'Haruto et Nokana se retrouvent, Nokana exprime sa jalousie en voyant la proximité entre Haruto et Nefriti. L'aîné revient alors pour s'excuser auprès de Nokana et explique davantage sur l'histoire de la famille de Nefriti. Jade et Nefriti ne sont pas les premiers de leur lignée à avoir hérité de l'anneau du vent. En effet, la sœur aînée de la mère de Jade, qui était censée hériter de l'anneau, était tombée amoureuse d'un voyageur humain. Leur relation avait suscité de vives critiques parmi les elfes, au point que des rumeurs s'étaient répandues selon lesquelles l'humain ne s'intéressait qu'à l'anneau du vent. Peu à peu, ces rumeurs s'étaient transformées en vérité aux yeux des elfes, et ils avaient tout fait pour séparer le couple. Cependant, plus la pression augmentait, plus l'amour de la princesse pour l'humain grandissait. Finalement, le voyageur avait quitté la princesse, probablement bannie ou tuée par les elfes. Désespérée et pleine de ressentiment, la princesse avait maudit la nation elfique, prédisant que Ranka, leur nation, serait engloutie par l'abîme et que l'héritage de l'anneau serait brisé. Cet événement avait laissé une marque profonde sur la communauté elfe. Quand les parents de Nefriti avaient hérité de l'anneau, ils avaient décidé d'utiliser tout son pouvoir pour protéger leur village par une barrière magique, un acte qui leur coûta la vie. Avant de se transformer en statue, ils avaient fait promettre à Nefriti de ne jamais quitter le village,
et c'est pour cela qu'elle est restée enfermée depuis ce jour, fidèle à la promesse faite à sa mère. La question est maintenant de savoir comment Haruto pourrait résoudre ce problème familial complexe pour permettre à Néfriti de vivre sa vie et potentiellement obtenir l'anneau du vent. Alors que l'histoire continue, Alabasté dit à Haruto d'abandonner Néfriti, car l'armée du roi des Abysses est proche, et une guerre pourrait éclater à tout moment. Il serait donc sage d'épouser une autre princesse des anneaux pour obtenir un autre anneau. Partir est la meilleure option, car Haruto n'est même pas assez fort pour battre un chevalier des Abysses. Ils écoutent donc Alabasté, et Jade est heureux que Haruto s'en aille. Mais un serviteur arrive et les informe qu'un monstre abyssal puissant a traversé le mur de vent, et que d'autres monstres envahissent maintenant le village des elfes. Haruto et son groupe voient le monstre abyssal et abandonnent leur plan de partir. Nokana embrasse Haruto pour lui donner un coup de pouce magique, car les monstres saccagent la terre des elfes. Pendant ce temps, Néfriti apprend la nouvelle des monstres par l'ancien, mais elle pense que son frère fera quelque chose. L'ancien est déçu par Néfriti, car un chevalier des Abysses a réussi à pénétrer dans le château pour voler l'anneau du vent, que l'ancien roi et la reine avaient protégé en se transformant en pierre pour sauver le village des elfes. Jade arrive pour stopper le chevalier des Abysses avec son propre pouvoir, mais il n'est pas de taille et est projeté contre un mur. Alors qu'il se prépare à encaisser une attaque puissante, Alabasté repousse l'attaque. Jade n'aime pas le retour de Haruto, mais ce dernier le rassure en lui disant qu'il n'est pas revenu pour lui, mais pour Néfriti. Cette fois, Haruto a reçu un coup de pouce grâce à un baiser, mais même avec ce pouvoir supplémentaire, il a encore du mal à affronter le chevalier des Abysses. Nokana sait que Haruto veut la protéger, c'est pourquoi il est là, mais ses pouvoirs restent insuffisants pour combattre. Bien qu'elle en soit consciente, elle est tout de même blessée en se rappelant que Néfriti était proche de Haruto. Elle sait toutefois que la vie de Haruto serait en danger s'il n'obtenait pas le pouvoir d'un autre anneau. Elle prend donc une décision et va voir Néfriti pour la supplier d'épouser Haruto, car il ne renoncera pas, et les monstres sont après l'anneau du vent. L'ancien arrive pour gagner du temps pour Haruto. Nokana partage que ses parents sont morts en la protégeant et les anneaux, leur situation étant similaire à celle de Néfriti, dont les parents sont également morts pour créer la barrière de vent afin de libérer Néfriti de son rôle de princesse des anneaux. Néfriti veut honorer le dernier vœu de ses parents, mais c'est pour cette raison qu'elle veut protéger tout le monde, car elle a le pouvoir de le faire, contrairement à Nokana. Néfriti réalise que tout le monde se bat parce qu'ils ont une responsabilité dans leur rôle, mais Nokana lui explique qu'Haruto se bat pour protéger le village des elfes parce que c'est chez elle, et qu'il met sa vie en jeu sans aucune avidité. Cela blesse Nokana, car son soutien ne suffit plus. Elle supplie donc Néfriti de sauver Haruto, ce qui attendrit le cœur de Néfriti. Elles retournent toutes les deux au sanctuaire, armées d'un énorme marteau, et brisent la pierre de leurs propres parents pour libérer les anneaux. La barrière disparaît, et Néfriti embrasse Haruto pour l'épouser, ce qui lui permet d'obtenir l'anneau du vent. Cet anneau symbolise la preuve de leur mariage, et leur lien crée une immense démonstration de pouvoir qui élimine tous les monstres dans la région. Le chevalier des Abysses est maintenant affaibli, et Alabasté fait signe à Haruto, qui saisit l'occasion pour planter son épée à travers le masque du chevalier. Cependant, Haruto utilise beaucoup de pouvoir des anneaux et finit par s'évanouir. Après cela, Haruto se réveille aux côtés de ses épouses, et l'ancien est impressionné qu'il ait survécu après avoir utilisé autant de pouvoir des anneaux. Une femme entre alors pour remercier Haruto d'avoir sauvé Ranka du roi des Abysses. Elle est la sœur de l'ancienne reine et la véritable héritière du titre de princesse des anneaux, Smaragdi, qui avait quitté le village après la disparition de son amant. L'ancien informe Haruto que Smaragdi était en fait le chevalier des Abysses sous ce masque et qu'elle possédait l'anneau noir du vent. Smaragdi, dévasté par la disparition de son amant, avait été manipulé par le roi des Abysses, qui avait pris le contrôle d'elle grâce à cet anneau noir. Cela prouve que personne ne connaît véritablement le pouvoir du roi des Abysses, mais ils savent désormais qu'il peut créer des chevaliers des Abysses avec les anneaux noirs. Haruto doit trouver un moyen de stopper cela, mais il est encore affaibli après avoir utilisé sa magie. Néfriti lui parle alors des sources chaudes aux propriétés curatives. Avec ce joli sourire, Haruto ne pouvait refuser une telle invitation, alors il va se détendre dans les sources chaudes avec ses épouses pour régénérer ses pouvoirs. Néfriti détend l'atmosphère en demandant à Nokana de lui apprendre à accomplir ses devoirs d'épouse, puisqu'elle est la première épouse. Cela flatte Nokana, qui répond qu'elle est très proche de Haruto, qu'ils se sont souvent embrassés et qu'ils partagent même la même chambre. C'est alors que l'ancien arrive et entend toute la conversation. Elle, qui a plus d'expérience, les rejoint dans cette discussion. Pendant ce temps, Smaragdi demande à Alabasté s'il a des nouvelles de son amant, qu'il soit mort ou vivant. Alabasté lui donne un stylo et lui explique que son amant lui avait confié un message pour elle. Il était profondément attristé de voir Smaragdi rejeté par les autres elfes à cause de lui, alors il avait quitté le village et s'était installé dans une contrée lointaine, souhaitant que Smaragdi soit heureuse. Au lever du soleil, Néfriti visite la tombe de ses parents pour leur rendre hommage avant de partir. Elle annonce à Jade qu'elle a pris sa décision cette fois-ci, elle suivra Haruto pour accomplir son devoir de princesse des anneaux et rester aux côtés du roi pour lui offrir son pouvoir. De plus, elle souhaite explorer le monde extérieur avec Haruto. De leur côté,
Smaragdi et l'ancien entendent deux hommes parler d'un sage qui les avait visités, un homme nommé Alabasté. Il s'avère que cet homme était l'amant de Smaragdi. Haruto, accompagné de ses deux épouses et de deux amis, poursuit son voyage pour obtenir les 3 autres anneaux des princesses des anneaux. Pendant ce temps, Nokana rêve d'être une parfaite femme au foyer, servant son mari de la manière la plus typique. Mais dans son rêve, Néfriti prend le relais et elle se voit forcée de regarder. Heureusement, elle se réveille avant que l'action principale ne commence. Mais Nokana est contrariée car Haruto accorde plus d'attention à Néfriti. Lorsque Nokana demande à Haruto de lui préparer quelque chose à manger, il lui dit de le faire elle-même, ce qui est un crime sérieux à ses yeux. Timide, elle tente de partir, mais Haruto la retient. C'est alors qu'ils aperçoivent une sorte de ville mobile géante, semblable à Godzilla. Alabasté leur explique qu'il s'agit de la ville mobile de Nidakita, dans la Nation du Feu, peuplée de Jancha. Alabasté décide de donner la priorité à la princesse du Feu, ce qui déplaît à Marmaligia. À leur arrivée, ils montent à bord de cette ville à l'aide d'une échelle, mais Néfriti, ayant peur des hauteurs, hésite. Haruto est sur le point de l'aider, mais cette fois, Nokana saisit l'occasion par jalousie et s'occupe d'elle tout le long de l'ascension. Une fois dans la ville, ils découvrent un immense marché. Néfriti, qui a lu à ce sujet, leur explique que la Nation du Feu est peuplée de guerriers puissants et de chevaliers errants, si bien que de nombreux marchands voyagent avec eux pour leur sécurité. Alabasté ajoute que le peuple des chats a perdu sa nation pendant l'ère du premier roi des anneaux, et a depuis construit cette ville mobile pour vendre leurs services en tant que mercenaires. Alors que Nokana et Néfriti explorent le marché, elles se rendent compte qu'elles se sont séparées du reste du groupe. Néfriti, souffrant de phobie des foules, finit par vomir, mais Nokana lui vient en aide. Elle rencontre ensuite 2 femmes chats très mignonnes. Selon Néfriti, ces gens chats sont de vaillants guerriers qui servaient le premier roi des anneaux. Une femme chat leur demande si elles sont perdues et leur conseille de rester près de l'arène de Nidakita, leur plus grand repère, où leurs amis pourraient les retrouver. Pendant ce temps, Haruto est inquiet pour ses épouses, mais Alabasté le rassure, affirmant qu'il sait où elles se trouvent. Sur leur chemin, les femmes chats se montrent très hostiles, mais Marmaligia explique que ce peuple valorise la force. Bien que Haruto pense impressionner ses guerrières avec ses anneaux, elle semble plutôt admirative du physique musclé de Marmaligia. Malgré les tentatives de Marmaligia pour prouver que Haruto est plus fort, les femmes chats ne le croient pas en raison de son apparence frêle. Marmaligia leur demande alors où se trouve la princesse du feu, mais les femmes chats se montrent déçues, pensant que Marmaligia et ses amis sont également venus pour essayer d'épouser leur princesse, ce qui les choque profondément. Pendant ce temps, Nokana et Néfriti s'amusent près de la reine, et Nokana prend soin de Néfriti, ce qui lui donne l'impression de s'occuper d'une enfant, bien que cela la conduise à des pensées légèrement déplacées. Néfriti s'excuse ensuite, car Haruto lui a accordé plus d'attention. Nokana essaie de rassurer Néfriti en lui disant que si Haruto lui accorde plus d'attention, c'est simplement parce qu'il est une personne attentionnée. Cependant, Néfriti sait que cela rend Nokana jalouse, et elle en est ravie, pensant que la jalousie naît de l'amour véritable. Pendant ce temps, un homme est jeté hors de l'arène, battu, et Haruto arrive avec les autres. Celui qui a battu tous ces hommes n'est autre que la princesse Granate, qui cherche un mari plus fort qu'elle. Dès qu'elle voit Haruto, le roi des anneaux avec 2 anneaux, elle l'attaque immédiatement et le met KO en un coup. Déçu par sa faiblesse, Granate se retire, et Haruto décide de s'entraîner au maniement de l'épée avec Marmaligia. Malgré ses efforts, il reste bien en dessous du niveau requis. À l'heure du dîner, un gardien leur sert un festin, espérant que Haruto devienne plus fort pour affronter la princesse. Bien qu'Alabasté lui rappelle qu'il possède les anneaux, Haruto refuse d'utiliser la magie, estimant que cela serait tricher. Cependant, un garçon chat leur dit que l'usage de la magie est autorisé, car de nombreux mages ont tenté leur chance contre Granate, mais ont tout de même échoué. Haruto doit maintenant apprendre à maîtriser les pouvoirs des anneaux. Il observe Granate se battre contre un adversaire et réalise à quel point elle est plus forte que lui. Nokana le rejoint et l'invite à s'allonger sur ses genoux pour le réconforter, lui disant qu'il a fait de son mieux. Néfriti, voyant cette scène, est jalouse car elle n'a pas encore créé un lien aussi fort avec Haruto. Nokana lui dit que ce n'est pas grave d'être faible, car leur lien lui permettra de devenir plus fort, mais Haruto n'apprécie pas cette idée. Plus tard, Haruto se rend dans un sauna mixte, où il voit plusieurs filles en train de se faire masser. Marmaligia arrive pour le distraire. Admirant la force de Marmaligia, Haruto se demande si Marmaligia aurait pu battre la princesse s'il était devenu le roi des anneaux, mais Marmaligia admet qu'il n'est pas à la hauteur de Granate, même avec les anneaux. Une fille chat propose à Haruto un massage, qu'il accepte. Cependant, il se fait arnaquer, car le masseur est en réalité un Goliath. Pendant ce temps, Granate arrive pour se faire masser et demande à Haruto de lui donner un massage. En plaisantant, elle lui dit qu'elle ira plus doucement lors de leur prochain combat, car, en tant que princesse des anneaux, elle doit perdre pour lui donner l'anneau. Elle lui propose même de faire semblant de perdre, mais cela blesse l'orgueil de Haruto, qui refuse son offre et promet de la vaincre à leur prochain combat. Haruto continue donc de s'entraîner durement, espérant que ses émotions renforceront ses anneaux. Le lendemain,
Quand il se réveille, Néfriti s'était glissée discrètement dans son lit. Elle s'inquiétait de voir Haruto s'entraîner et s'épuiser autant, et voulait le soutenir. Elle ajoute également que les anneaux ont le pouvoir de le guérir, ce qui montre à quel point Haruto s'est efforcé pour pouvoir vaincre la furie. Cependant, il doute de pouvoir y arriver, même si Néfriti lui assure qu'il réussira en utilisant le pouvoir des anneaux. Malgré tout, Haruto se sent mal car il pense qu'il n'est pas juste d'utiliser ce pouvoir pour ce combat. Néfriti lui rappelle néanmoins que son devoir en tant que seigneur des anneaux est de les obtenir coûte que coûte, donc personne ne remettra en question ses actions. Malgré tout, Haruto reste déprimé, mais les encouragements de Néfriti lui remontent le moral en lui disant de faire ce qu'il pense être le mieux. Ainsi motivé, Haruto part s'entraîner, tandis que Néfriti reste seul et frustré, espérant au moins un baiser de sa part, mais sans succès. Ensuite, Haruto s'entraîne avec Mars, qui est surpris par ses progrès. Haruto, tout excité, lui demande s'il est maintenant capable de vaincre la princesse du jeu. Mars le met en garde contre toute illusion, car elle n'aura aucune pitié pour lui. Il lui conseille d'adapter son style de combat à celui de son adversaire pour démontrer ses compétences. Mars ajoute que si les chances de succès étaient auparavant de 0 sur 1 million, elles sont maintenant d'1 sur 1 million ou une amélioration certes minime. Haruto, obstiné, insiste pour continuer l'entraînement, même après que Mars lui a dit qu'en utilisant le pouvoir des anneaux, il pourrait rivaliser avec Granard. Nokana observe l'entraînement et entend les autres parler du fait que Haruto et la princesse ont déjà partagé un moment intime, ce qui la surprend. Elle demande une explication, en précisant qu'il n'y a rien de déplacé, mais le sujet de discussion finit par tourner autour d'un massage. Cette nouvelle rend Nokana mal à l'aise, car cela signifie que Haruto a eu un contact physique avec Granard. Elle se demande jusqu'où il est allé et pourquoi elle, Nokana, n'a pas droit à ces traitements même si elle ne dit pas cela directement, l'insinuation est claire. Certains disent que les hommes ne comprennent pas les sous-entendus, mais dans ce cas, il serait difficile de ne pas les saisir. Nous passons alors au stade où tout le monde est excité à l'idée de voir le combat entre Granard et le roi des anneaux. Dans les tribunes, Alabasté demande à Nokana si elle ne compte pas encourager Haruto. Elle ressent de nouveau de la jalousie en voyant que Haruto doit conquérir d'autres personnes pour obtenir les anneaux. Pendant ce temps, le mec qui vient de perdre, pense que s'il était comme Haruto, il aurait gagné. Par hasard, il tombe alors sur un anneau de l'abîme, placé juste devant lui, comme s'il ne manquait plus qu'à le mettre au doigt. Tout comme avec l'elfe, l'anneau le tente. De retour avec Haruto, Granard lui demande s'il a réfléchi à sa proposition, mais Haruto lui répond qu'il gagnera son respect en donnant tout ce qu'il a. Le combat est alors interrompu par un homme en armure qui dit à Haruto que cette fois, les événements du royaume des elfes ne se reproduiront pas. Haruto reste figé, et Granard intervient pour le sauver, révélant qu'il est désormais un chevalier de l'abîme. Ce chevalier invoque alors 3 monstres de l'abîme. Le vieil homme observe la scène avec stupeur, mais l'un des monstres est rapidement abattu par une fille-chat, qui explique que bien que les attaques de l'abîme aient diminué, elles n'ont jamais cessé de devenir plus fortes, se préparant pour un éventuel retour. Après l'ordre d'évacuer les civils et de s'assurer que les monstres ne s'échappent pas de la zone, le wagon du Colisée fut détaché du reste pour permettre de s'occuper des monstres sans distraction. Granard, excité, se préparait à affronter un adversaire digne de ce nom, ignorant les avertissements de Haruto. Cependant, son attaque fut vaine, car son épée se désintégra au contact du feu émanant du chevalier. Haruto tenta une stratégie en enveloppant son épée de vent, espérant éteindre les flammes. Malheureusement, son essai échoua, et le chevalier le traita avec mépris. Granard insista pour s'occuper du chevalier, affirmant qu'elle descendait de la race qui avait combattu aux côtés du premier roi de l'anneau, et qu'il était donc de son devoir de protéger Haruto, même s'il était faible. Cela motiva Haruto à intervenir, même s'il ne maîtrisait pas correctement la magie. Déterminé à faire ce qu'il fallait, Haruto s'approcha du chevalier pour essayer d'éteindre ses flammes. Granard le prévint du danger, mais il répondit, résolu, que même s'il était faible, il n'était pas inutile. Ainsi, il attira le chevalier suffisamment pour libérer son pouvoir du vent et éteindre les flammes, permettant à Granard de le désarmer. Enfin, Haruto lui porta le coup de grâce avec l'épée que Granard lui avait donnée. Après la victoire, ils découvrirent que le chevalier était contrôlé par le roi de l'abîme. Pendant ce temps, les autres monstres furent vaincus par les guerriers félins. Le chevalier retrouva sa forme normale, et Granard accepta d'épouser Haruto, s'excusant de l'avoir sous-estimé et reconnaissant son potentiel en tant qu'époux. Nokana, résigné, accepta la situation, mais Haruto ne le fit pas aussi facilement et exigea un autre combat, déclarant qu'il ne s'arrêterait pas tant que l'un des deux ne pourrait plus continuer. Granard attaqua de toutes ses forces, trompant Haruto avec une feinte. Voyant qu'il était blessé, Nokana se demanda pourquoi Haruto continuait à se battre alors qu'elle lui avait déjà accordé l'anneau. Néfriti lui expliqua que Haruto se battait pour elle, ce qui fut confirmé par ce dernier lorsqu'il refusa d'utiliser le pouvoir de l'anneau, affirmant que gagner grâce au pouvoir des princesses serait comme perdre devant son épouse. Haruto, avec une fierté masculine, voulait impressionner Nokana. Nokana, heureuse et quelque peu gênée, encouragea Haruto à gagner,
lui promettant une récompense inappropriée s'il réussissait, ce qui éveilla l'intérêt de tout le monde. Soudain, Haruto entra dans un plan astral où une voix mystérieuse lui proposa son aide, indiquant la direction du prochain coup de Granard. La voix précisa que ce pouvoir ne venait pas des princesses, mais était quelque chose qu'il avait gagné lui-même. Pensant que Haruto baissait sa garde, Granard lança une attaque, mais la voix informa Haruto qu'elle était au-dessus de lui, ce qui lui permit de la surprendre et de la vaincre. Certains célèbrent, d'autres ne comprennent pas ce qui s'est passé, mais moi, je sais une chose, elle est tombée amoureuse. Comment je le sais? Eh bien, tout le monde ne se jette pas sur toi pour t'embrasser passionnément. Ainsi, Haruto s'est officiellement marié pour la 3e fois et a obtenu le droit de procréer avec Granard. Alors qu'ils allaient donner l'ordre de planifier un 4e mariage, Haruto refusa. Non, ce n'était pas parce qu'il n'aimait pas les créatures anthropomorphes, mais parce qu'il avait déjà des projets avec Nokana. La nuit venue, Haruto et Nokana se retrouvent seuls dans une chambre, et il ne perd pas de temps, enfin, il passe à l'acte. Le lendemain matin, Haruto ne se souvient de rien, et Nokana lui assure qu'ils ont tout fait, le laissant perplexe, soit parce qu'il ne s'en souvient pas, soit parce qu'il n'arrive pas à le croire. En réalité, Nefriti explique qu'il ne s'est rien passé. Haruto était trop épuisé après avoir utilisé le pouvoir de l'anneau. Quant à Granard et l'elfe, elles étaient prêtes à passer après Nokana, mais encore une fois, rien ne se produisit. Les festivités commencèrent pour célébrer les fiançailles dans une ambiance digne de One Piece après un arc, avec tout le monde joyeux. La princesse avoua à Haruto qu'il l'avait rendue heureuse en lui promettant de se battre pour qu'elle l'accepte. Même s'il tenta de lui dire qu'il avait gagné avec de l'aide, elle s'en moqua, ce qui comptait pour elle, c'était qu'il ne se soit pas rendu. Haruto fut touché, et Nokana, jalouse, décida de ne pas laisser passer l'occasion cette nuit. Elle prévoyait de concrétiser les choses dans leur chambre, mais Haruto lui confia qu'il n'irait pas plus loin tant qu'il ne serait pas retourné dans leur monde. Malgré tout, Nokana décida de lui offrir une récompense. Juste avant que cela ne devienne sérieux, Granard, sous l'effet de l'herbe à chat, fit irruption, provoquant presque un incident si les autres ne l'avaient pas empêché de franchir les limites. Alors que l'histoire continue, Haruto, accompagné de ses 3 épouses et de 2 amis, voyage vers la nation du 4e anneau pour épouser la princesse du 4e anneau. C'est le pays de l'eau où vivent les dragons. Soudainement, Mars disparaît pour s'occuper de quelques affaires personnelles, mais de nulle part surgit une fille qui s'approche de Haruto, car il est le roi des anneaux. Haruto pense qu'il est populaire, mais cette fille lui saute dessus et l'embrasse. Ce baiser scelle la cérémonie de mariage, et il s'avère qu'elle est la demoiselle de l'anneau d'eau. Haruto a épousé sa 4e femme, Saphir, la demoiselle de l'eau, beaucoup plus facilement que les autres. Cependant, Saphir semble ne pas apprécier ses 3 autres épouses, mais maintenant qu'elle est mariée, cela signifie que Masa, le pays de l'eau, est désormais le royaume de Haruto. Pour cela, il doit utiliser son pouvoir pour sauver ce royaume. Un chevalier impérial nommé Suldar Gisara est venu après la princesse, et Saphir a présenté Haruto à lui. Lorsqu'il se rendait au château, Nefriti était terrorisé, car Masa est un royaume frontalier qui borde le pays de la terre, occupé par le roi de l'abîme. Saphir leur montre alors le chevalier impérial du royaume de Gisara, le royaume entier en est rempli, et il n'y a pas de troupes de Masa. L'empire de Gisara est le plus puissant empire humain et continue de s'étendre en nouant des liens avec d'autres nations. Le chevalier qu'ils ont vu plus tôt est le frère de Mars, premier prince, qui est la principale raison de l'essor de l'empire de Gisara. Il a obtenu le titre d'invaincu et a annexé de nombreuses nations autres que la nation des anneaux. D'un côté, il protège les nations annexées des monstres de l'abîme, et de l'autre, ils en prennent le contrôle. Granard remarque qu'il rassemble la force nécessaire pour combattre la résurrection du roi de l'abîme, mais Saphir ne se laisse pas impressionner et méprise Granard. Lorsqu'ils arrivent au château, ils entendent un cri de monstre, un poulpe surgit pour attaquer Haruto, mais il utilise le feu pour se défendre et la lumière pour le couper en deux. Voyant son pouvoir, Saphir retrouve espoir qu'Haruto puisse sauver son royaume, mais les yeux de Gisara l'observent aussi. Il rencontre le roi, et Saphir présente Haruto à son père. Le roi empêchait Saphir d'épouser le roi des anneaux, car la femme à ses côtés l'avait ensorcelé, le persuadant que marier la princesse des anneaux au roi des anneaux provoquerait la destruction de leur royaume. Le roi est visiblement devenu fou, mais personne ne le remarque, et la cause en est la femme à ses côtés, connue comme l'oracle. Tout allait bien jusqu'à son arrivée. En se dirigeant vers le château, la sœur jumelle de Saphir les arrête, car elle est contrariée. Les jumelles avaient décidé ensemble qui deviendrait la princesse des anneaux, mais Saphir avait pris sa décision seule. La petite sœur, Saphira, est furieuse que son aîné ait épousé un homme au physique banal. Mais Granard intervient pour protéger l'honneur de Haruto, elle le loue en tant que guerrier, mais pas pour son apparence. Même Nefriti n'a rien à dire, seul Nokana défend Haruto. De plus, Saphir a épousé Haruto pour éviter que Saphira n'ait à le faire. Mars essaie de convaincre Saphira à nouveau, mais elle le méprise profondément et s'enfuit. Mars et Saphira étaient amoureux et avaient juré de passer leur futur ensemble. Saphir leur a donc raconté qu'au début, Gisara voulait occuper le pays de l'eau, Mars,
mais quand ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas gagner, ils se sont tournés vers la diplomatie et ont envahi. Il n'a pas fallu longtemps avant que Mars et Saphira tombent amoureux, mais Mars reçut une mission secrète pour informer l'Empire des secrets de Mars. Cependant, Mars n'a jamais rien révélé, alors il a été rappelé à l'Empire. Avant de partir, il promit à Saphira qu'il reviendrait pour elle. Quelques mois plus tard, il lui envoya une lettre pour lui dire qu'il devait devenir le roi des anneaux, et qu'il viendrait sûrement l'épouser. Cette raison suffisait pour que les deux amoureux se retrouvent, mais Mars abandonna son devoir de devenir le roi des anneaux pour Haruto et Nokana, rompant ainsi sa promesse envers Saphira. Il tente toujours de convaincre Saphira, mais elle est brisée de voir que Mars n'a pas tenu sa promesse. C'est tout un casse-tête. Ensuite, l'oracle est apparu, ses prédictions étaient précises, et elle repoussait les monstres, raison pour laquelle le royaume est devenu tel qu'il est aujourd'hui. Mais il était évident qu'elle était une espionne de l'empire de Gisara, et c'est pourquoi Saphir voulait l'attraper en flagrant délit. L'oracle, en colère contre Saphir, a alors ordonné aux assassins de tuer Haruto. Mais même les assassins ont été jaloux de la scène de la nuit, et Granar a maîtrisé les tueurs. L'un d'entre eux a utilisé une bombe fumigène pour s'échapper. Un autre jour, des assassins ont réessayé, mais ont échoué, alors Saphir les a tous emmenés dans son jardin privé pour se détendre. C'était le moment des maillots de bain, et Granar fut impressionné par la musculature d'Haruto et voulait participer. Mais la jalousie s'est immiscée, et Nokana s'est interposé pour éloigner Granar. Saphir, quant à elle, a volé la vedette avec son maillot de bain et a suggéré un concours de natation pour décider de qui passerait du temps avec elle. Granar, qui déteste l'eau, ne voulait pas participer. Saphir met cependant en garde Haruto de rester sur ses gardes, tout en faisant semblant de se détendre pour piéger les assassins. Un peu plus tard, Haruto va voir Mars et lui demande pourquoi il a renoncé à être le roi des anneaux. Mars invente qu'il ne peut pas assumer la responsabilité, mais il cache en réalité quelque chose. Après l'avoir un peu poussé, Mars finit par révéler qu'il a vu un véritable amour dans les yeux de Nokana lorsqu'elle a choisi Haruto, et il ne pouvait pas se résoudre à la séparer de lui. Il se considère trop faible pour cela, raison pour laquelle son père le considère comme un échec. La nuit, Mars tente de rappeler à son frère la promesse qu'il a faite de ne pas interférer avec Mars, mais son frère ne peut rien faire car leur père en a donné l'ordre. Leur père avait renoncé à Mars parce qu'il avait refusé de devenir le roi des anneaux, mais puisqu'il lui transmet des informations sur Haruto, leur père le garde comme membre de la famille. Mars est donc contraint de faire le sale boulot, et l'oracle vient lui dire de voler l'anneau à Haruto, car son père a ordonné de le tuer quand les monstres apparaîtront près du royaume. L'oracle venait de l'empire de Gisara, et le père de Mars lui avait ordonné de tuer Haruto, afin qu'il puisse reconquérir la princesse Saphira. L'oracle dit à Mars que ses prédictions futures sont toujours précises, notamment en ce qui concerne les attaques de monstres. Elle explique que Haruto n'est pas digne de confiance puisqu'il vient d'un autre monde, et c'est pourquoi Mars devrait devenir le roi des anneaux. Elle sort alors une épée qui altère le flux de magie, permettant à Mars de voler les anneaux de Haruto après l'avoir tué. Bien qu'hésitant, Mars prend l'épée de l'oracle, et dès l'aube, il commence à être corrompu par les souvenirs de son passé, avec son père et toute la cour royale qui le voyait comme un échec, un bon à rien. Cette pensée le met en rage. Sur le chemin, il aperçoit Saphira en train de se baigner dans la rivière, mais elle s'enfuit en le voyant, ce qui lui brise le cœur, car elle le rejette. Son désir pour la princesse devient sa faiblesse, et la pierre sur l'épée lui lave le cerveau pour le pousser à trahir Haruto. Le moment de l'invasion des monstres approche, et le frère aîné de Mars mène quelques troupes pour combattre les monstres qui approchent. Il demande à Haruto de rester en arrière pour être la dernière ligne de défense, sachant ce qui se trame avec Mars. Nokana rejoint Haruto pour partager ses pouvoirs avec lui pour le combat, et Granar saisit l'occasion pour embrasser Haruto, étant elle aussi sa femme. Même Nefriti se met en ligne pour un baiser, ce qui rend Nokana jalouse, bien qu'elle ne puisse pas les en empêcher. Elle souhaite également avoir un autre baiser, mais la quatrième femme mature, Saphira, se tient à l'écart, détestant cette scène de romance. Pendant ce temps, Mars est consumé par la rage. Alors que les troupes combattent les monstres, l'un d'eux réussit à contourner les défenses et fonce vers le château. Haruto se prépare à l'affronter, mais Mars profite de l'occasion pour l'attaquer par derrière. Alabasté retient le monstre pour donner à Haruto du temps pour régler les choses avec Mars. Ce dernier, sous l'emprise de la manipulation mentale, est déterminé à obtenir les anneaux. Haruto remarque cela et envisage de le purifier, mais il n'est pas sûr que cela fonctionnera. Mars parvient même à dévier les attaques magiques des anneaux. Les anneaux parlent alors à Haruto, lui disant de tuer Mars et d'en finir en utilisant tout son pouvoir. Mais Haruto refuse de faire du mal à son ami, bien qu'il n'ait jamais battu Mars en combat réel. Les filles entendent parler de la trahison de Mars et viennent voir ce qui se passe. Haruto laisse intentionnellement Mars le frapper, réalisant que celui-ci ne peut pas vraiment se résoudre à le tuer. Cela réveille Mars de son lavage de cerveau, et il demande à Haruto de le tuer, se voyant comme un échec qui a trahi sa bien-aimée et ses devoirs. Haruto, cependant, le réconforte en lui rappelant comment il l'a aidé à surmonter tous les obstacles de leur voyage, lui faisant réaliser qu'il a de la valeur et mérite de devenir le chevalier d'un héros.
L'anneau lui dit alors d'écraser la gemme, et Haruto en profite, ce qui ruine le plan de l'oracle. Mais le monstre parvient finalement à se libérer et attaque les filles, prenant Saphira en otage. L'oracle a alors révélé sa véritable nature et a pris le contrôle du monstre, tenant la vie de Saphira entre ses mains et menaçant Mars avec cela. Pourtant, Mars n'a pas cédé aux menaces et a décidé de briser ses chaînes pour devenir un homme. À ce moment-là, il a proposé à Saphira de l'épouser, ce qui a parfaitement distrait l'oracle, donnant ainsi à Haruto l'occasion de libérer Saphira. L'oracle, perdant le contrôle de sa propre créature, polymorphe encore davantage le monstre pour les tuer tous. Cependant, Saphir montre alors son lien avec Haruto pour activer leur pouvoir, transformant la Vierge de l'eau en sa véritable forme, un dragon aquatique qui dévore le monstre en une seule bouchée. L'oracle, réalisant qu'elle n'a aucune chance dans ce combat, prend la fuite. Saphira reprend alors forme humaine, et Mars remercie Haruto d'avoir cru en lui. Avec la fuite de l'oracle, le roi retrouve ses esprits, impressionné par Haruto, et commence par remercier l'Empire de Gisara pour leur soutien. Il exprime ensuite sa joie de voir sa fille mariée à un homme si bienveillant, bien que Saphir considère toujours Haruto comme un idiot. Ensuite, Mars demande la main de Saphira en mariage, et le roi accepte volontiers leur relation, unissant enfin les deux amants. Nokana devient jalouse, car elle aimerait aussi vivre un moment aussi romantique. À ce moment-là, Mars dit à Haruto qu'il a pris de l'avance sur lui, ce qui laisse Haruto perplexe. Peu après, Haruto comprend que Mars avait déjà couché avec Saphira avant le mariage, contrairement à lui. Mars n'est pas un retardataire dans ce domaine. En voyant cela, le frère de Mars est heureux pour lui mais c'est que des espions travaillant pour le roi des Abysses sont infiltrés dans leur propre empire de Gisara. Une conspiration est déjà en marche avec le roi de l'empire de Gisara. Le roi des Abysses et son acolyte, l'oracle, cherche à manipuler le roi, mais sa propre cupidité le rend plus fort. Il finit par tuer l'oracle, se rendant compte qu'elle tentait de le manipuler. Le roi est déterminé à conquérir toutes les nations, même si cela signifie éliminer Haruto et le roi des Abysses lui-même, démontrant ainsi l'avidité humaine. Avoir 4 épouses en même temps est difficile, alors les filles essayaient de prendre des tours pour dormir à côté du héros. Granate propose aux autres de la laisser prendre le premier tour, car cela ne fait pas longtemps qu'elle a épousé le héros. Sur ce, Saphir pense qu'elle devrait passer en premier, car elle s'est mariée avec lui hier seulement. Nokana, de son côté, affirme avoir un lien beaucoup plus profond avec le héros et qu'elle devrait donc passer en premier. Cependant, Nefreti décide de s'installer entre eux. Alabasté dit aux filles de dormir avec Haruto pour lui fournir de la magie, mais cela ne mène nulle part, et dormir tous ensemble est aussi une option, mais les filles n'aiment pas vraiment cette idée. Cette situation est un rêve pour tout homme, mais le héros déclare à tout le monde qu'il considère Nokana comme la première. Tout le monde le sait, mais ils sont d'accord tant qu'ils reçoivent l'affection du héros. Ce fut un tournant, et Granate en profite pour bondir sur lui, l'appelant affectueusement. Non seulement elle, mais Nefreti et Saphir font de même. Choisir laquelle passer en premier est une question sérieuse, alors son côté maléfique lui dit de tout simplement tout prendre, c'est ce que signifie être un roi de l'anneau. Cependant, Nokana se sent mal à l'aise à ce sujet et se fâche de voir les 3 filles tourner autour de lui. Finalement, cette conversation pleine de tension se révèle être un rêve. Le héros se réveille et pense à quelque chose pour Nokana, alors il lui propose une sortie. Après avoir combattu le monstre, le héros pense à explorer le royaume, et Nefreti trouve que c'est une bonne idée. Cependant, il lui dit qu'il veut juste emmener Nokana avec lui aujourd'hui, ce qui brise le cœur de Nefreti. Mais Granate promet de prendre soin d'elle et souhaite aux deux une bonne sortie, ce qui est surprenant. Nokana se prépare pour la journée, et Alabasté est surpris que le héros ait besoin d'argent. Le héros lui parle de ses projets avec Nokana, et Alabasté change d'attitude, lui donnant un peu d'argent en plus pour qu'ils puissent passer la nuit ensemble. Le héros ne prévoit rien de spécial, il veut juste s'amuser, et il prépare une journée de visite. Mais ses autres épouses le suivent en cachette pour voir s'il se développe. Saphir, cependant, n'est pas intéressé, mais Granate la pousse à rester. Quant au héros, sa réputation de roi de l'anneau le précède, et les villageois sont heureux qu'il ait épousé leur princesse garçon manqué. Saphir entend cela, mais leur sortie ne se déroule pas comme prévu. Pourtant, il continue à explorer et s'arrête dans un café pour goûter une étrange tarte. Nokana se sent vraiment bien de l'avoir pour elle seule, ce qui rend les autres épouses jalouses. Ensuite, ils vont dans un parc de couple, un endroit parfait pour des moments romantiques. Ils réalisent ensuite qu'ils sont dans un lieu d'amour. Apparemment, après la naissance de Saphir, une rumeur a circulé comme quoi un baiser dans ce parc signifie que le couple s'unirait à coup sûr. Les choses deviennent doucement agréables, et Nokana regarde le héros avec des yeux remplis d'affection. Il se rapproche, mais le héros, un peu timide, se retire par embarras. Ce moment est suffisant pour faire perdre espoir aux autres épouses sur le fait que le héros puisse se développer de sitôt. Les 3 filles les ont laissées seules, sachant qu'il ne se passerait rien, mais Nefreti était contente de passer du temps avec des amis. Cependant, Saphir trouvait qu'il y avait une grande différence d'âge entre eux pour se considérer comme amis, ce qui était assez drôle. Ensuite, pendant que Haruto et Nokana étaient au stand de glace,
Nokana a aperçu les 3 autres et s'est senti mal pour elle. Le vendeur leur a donné la glace, et ils sont allés dans un endroit agréable pour profiter de leur moment. Le héros a confié à Nokana qu'il ne pensait protéger ce monde que parce qu'elle y était née. Mais depuis le début de son voyage, il a vu que tout le monde voulait simplement vivre sa vie, ce qui a changé sa vision des choses. Comme la nuit tombait, ils décidèrent de rentrer. Nokana remercia le héros de l'avoir emmené en rendez-vous, mais elle se demandait pourquoi il l'avait invité seul. Il lui expliqua clairement qu'il l'aimait et avait remarqué dans ses yeux qu'elle voulait passer une journée normale avec lui, alors il avait planifié cette sortie. Nokana lui demanda de ne plus jamais faire cela, car il avait d'autres filles dans sa vie. Avoir un traitement spécial était agréable, mais cela pesait sur son cœur. Le héros n'accepta pas cela, car il considérait Nokana comme sa préférée, bien qu'il ne puisse pas le dire directement, sachant que d'autres filles s'étaient volontairement offertes à lui. Nokana lui demanda de respecter aussi leurs sentiments. Le héros, toujours incapable de changer, poussa Nokana dans un coin et l'embrassa pour lui faire comprendre ses sentiments, ce qui l'a mis dans l'ambiance. Alors qu'il réalisait qu'il ne devait pas aller plus loin, Nokana l'empêcha de s'en aller, lui permettant de rester à l'hôtel pour la nuit. Par chance, il y en avait un juste à côté, et cela mit le héros dans une situation délicate. Mais Nokana savait qu'elle n'était pas prête à aller plus loin, alors elle recula et ils retournèrent ensemble au château. Le lendemain, Saphir n'aimait pas l'idée de partir en voyage, mais une demoiselle ne pouvait soutenir le roi de l'anneau qu'en restant à ses côtés. Granate se moqua de Saphir, lui rappelant que même Néfréti, qui était recluse, avait fait le déplacement. Saphir savait cela et plaisantait, mais Saphira demanda à Saphir de prendre soin de Mars et d'elle-même, promettant en attendant de protéger le royaume à sa place. Les sœurs se dirent au revoir, et les héros reprirent leur voyage. Leur prochaine destination était le royaume de la Terre, Idanokan, situé au nord et connu comme le royaume des nains. Cependant, les nains avaient pratiquement disparu à l'époque du premier roi de l'anneau, et les survivants avaient choisi de se réfugier sous terre, coupés du monde. Mais cette décision finit par anéantir même les derniers nains, si bien que personne ne sait s'il reste une princesse de l'anneau dans le nord. Alabasté non plus n'en savait rien, et pour continuer leur route, ils devaient traverser les montagnes à pied. L'histoire se poursuit avec le groupe poursuivant son voyage à travers les montagnes. Sato, épuisé, se plaint de la durée de leur marche, qui s'étend sur 3 jours sans interruption. Alabasté tente de le rassurer en expliquant qu'ils approchent de leur destination. Il pointe du doigt des ossements de monstres éparpillés dans la région, vestiges du dernier combat contre le roi des abysses. En observant les alentours, Néfréti s'enthousiasme et Granate revient confirmer qu'aucun monstre ne semble rôder à proximité. Sato en profite pour faire remarquer que si une créature apparaissait, Saphir pourrait se transformer en monstre pour la vaincre facilement. Saphir lui répond toutefois que cette technique demande une énorme quantité d'énergie. Mars propose alors une pause bien méritée. Le groupe monte une tente pour se reposer. Pendant ce moment de calme, Sato questionne Alabasté sur l'utilité de collecter les anneaux. Alabasté, surpris, lui demande pourquoi il doute. Sato exprime son scepticisme, expliquant que l'Empire semble déjà prêt à affronter le roi des abysses et qu'il ne croit pas que quelqu'un compte vraiment sur lui ou sur les anneaux. Alabasté répond que seul un pouvoir extraordinaire peut vaincre le roi des abysses et que les anneaux jouent un rôle essentiel dans ce combat. Il tente de remonter le moral de Sato en lui rappelant qu'ils ont déjà 4 anneaux, et qu'un seul reste à récupérer. Finalement, le groupe atteint une ville en ruine. Néfréti, attristé, remarque que les nains ont abandonné cette cité avant même qu'elle ne puisse être restaurée. Saphir, visiblement épuisé, suggère qu'elle reste sur place pendant que les autres cherchent l'anneau. Granate, taquin, propose de la porter sur son dos, ce qui provoque l'embarras de Saphir. Nokana ressent soudain une présence étrange. Interrogée par Mars, elle confie avoir simplement l'impression que quelqu'un les observe. Peu après, ils atteignent une grande porte et entrent dans une vaste salle abritant un trône, mais elle semble vide. Sato remarque alors un chevalier immobile et appelle Alabasté, qui explique qu'il s'agit en réalité d'un automate. Sato, intrigué, demande si cela signifie que c'est un robot. Alabasté lui répond que ces machines ne peuvent fonctionner sans intervention humaine. Il explique également que les nains, dotés d'une technologie avancée, avaient créé ces automates. Cependant, après leur combat contre le roi des abysses, ils ont dû se réfugier sous terre, leur situation étant devenue désespérée. Alabasté ajoute que le royaume mobile de Granate est un cadeau des nains. Alors qu'ils discutent, l'automate s'active soudainement et attaque Sato, qui esquive de justesse. Confus, Sato demande comment cette machine peut fonctionner seule. Alabasté remarque alors une bague noire sur le doigt de l'automate et comprend qu'il est contrôlé par le roi des abysses. L'automate commence à parler. Il révèle avoir aidé le roi des anneaux pendant les guerres et évoque les royaumes de l'air, du feu, de l'eau et de la lumière, qui ont tous joué un rôle crucial dans ces batailles. Cependant, il souligne que ces efforts ont entraîné d'immenses pertes pour chacun. Ils avaient réussi à se rétablir rapidement, mais nous, de notre côté, n'avions pas pu complètement récupérer. À ce moment-là, le robot attaque de nouveau Sato et semble l'entraîner à l'intérieur d'un mur, ce qui laisse tout le monde choqué. Soudain, une voix provenant du robot,
celle du roi des abysses, se fait entendre. Il déclare que Sato ne doit pas se mettre sur son chemin, qu'il n'appartient même pas à ce monde et qu'il n'a aucune raison de vouloir le sauver. Sato répond avec détermination que, même s'il n'est pas de ce monde, les gens ici veulent vivre en paix, et il protégera le monde de Nokana coûte que coûte. À ce moment-là, Alabasté brise le piège et entre à l'intérieur. Nokana suit rapidement et embrasse Sato, activant ainsi le pouvoir de son anneau. Grâce à ce pouvoir, Sato parvient à briser le masque de l'automate avec une seule attaque. Après cela, le robot s'arrête sur place. Nefriti constate que le robot leur en voulait. Alabasté explique que cela était peut-être sous le contrôle du roi des abysses. Soudain, la bague noire commence à briller, et une voix en émerge, annonçant que le moment est venu pour le roi des abysses de se réveiller. La bague se transforme en fumée, et les deux anneaux qu'avait Alabasté subissent le même sort. Tout le monde est alors pris de panique. C'est à ce moment que nous voyons enfin le roi des abysses pour la première fois, il est désormais éveillé. Deux portails apparaissent près de Sato, et de dangereux monstres en sortent. Alabasté déclare que la situation est trop dangereuse et qu'ils doivent fuir. En sortant, ils se rendent compte qu'ils sont encerclés par des monstres. Sato demande à Saphir de se transformer en monstre, mais elle explique qu'elle ne peut pas sans une grande quantité d'énergie et d'eau, et qu'il n'y a pas d'eau dans les environs. Sato est surpris, mais Alabasté lui dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de combattre. Sato, Alabasté, Granate, et Mars se battent courageusement contre les monstres. Bien qu'ils en éliminent un grand nombre, ceux-ci continuent d'affluer. Sato est rapidement épuisé, mais Alabasté utilise son pouvoir lumineux pour aveugler leurs ennemis et leur permettre de s'échapper. Il trouve une zone plus sûre, mais Sato est dans un état critique. Alabasté remarque que son endurance est faible. Alors qu'ils regardent devant eux, ils sont horrifiés de voir un immense portail d'où sortent un nombre incalculable de monstres des abysses. Alabasté, désespéré, se lamente que le roi des anneaux n'a que 4 anneaux pour le moment. Tant qu'il n'aura pas le 5e, il ne pourra pas activer son véritable pouvoir. Combattre maintenant serait insensé. Ils doivent obtenir le 5e anneau, mais le roi des abysses est réveillé, et ils n'ont plus de temps. Ils pensent qu'ils ont perdu. Sato lui répond qu'il ne faut pas dire cela. Ils doivent fuir pendant qu'ils en ont encore l'occasion. Ils trouveront l'anneau de la terre. Alabasté rétorque qu'il ne les laissera pas partir. Il les retrouvera où qu'ils soient. Ils sont encerclés. Mais il les rassure, il ne laissera rien leur arriver. Après cela, Alabasté ouvre un portail pour les envoyer dans un endroit sûr. Sato lui demande ce qu'il veut faire exactement. Alabasté répond qu'il va les envoyer en sécurité et qu'il ne laissera jamais cette bague tomber entre les mains du roi des abysses. Mars sort alors du portail et déclare qu'il va se battre aux côtés d'Alabasté. Celui-ci lui répond que Sato est son dernier espoir et lui demande pardon de dire au revoir ainsi, lui demandant de prendre soin de Nokana pour lui. Sato, complètement dévasté, est incapable de réagir. Nokana, en larmes, s'écrie qu'Alabasté ne peut pas faire cela. À ce moment-là, ils sont tous téléportés ailleurs. Alabasté demande alors à Mars s'il est sûr de vouloir se battre à ses côtés. Mars répond avec enthousiasme que ce sera un honneur de combattre avec lui jusqu'à son dernier souffle. Ensuite, nous voyons Sato allongé sur un lit, repensant aux événements de la veille. Une scène du jour précédent est montrée, où ils sont téléportés dans le monde de Sato. Nokana, submergé par l'émotion, éclate en sanglots, tandis que Sato, perdu, ne sait pas quoi faire. En regardant autour de lui, il réalise soudainement qu'ils sont dans son propre monde. Tout le monde est stupéfait par cette révélation. Le lendemain, nous voyons une scène où les filles sont très excitées à l'idée d'être dans un nouveau monde. Elles se changent avec enthousiasme, mais alors qu'elles sont en train de changer de vêtements, Sato entre par accident, provoquant une situation embarrassante.